Bonjour et bienvenue dans ce nouveau épisode de l'Atelier Colibri. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler du livre de Philippe Panneray, intitulé Analyse urbaine. Le livre est un ouvrage issu d'une recherche effectuée en 1975, menée au sein du laboratoire Ladreau de l'école d'architecture de Versailles. Celle-ci avait déjà fait l'objet d'une première publication intitulée Éléments d'analyse urbaine. Dans cet ouvrage, Philippe Panneray nous donne une piste pour comprendre la complexité d'une ville, en particulier moderne. Enclin à une urbanisation croissante et sans cesse rattrapée par son passé, en citant les différents outils nécessaires pour la comprendre, qui sont l'approche historique, la géographie, le travail cartographique, l'analyse architecturale, l'observation constructive et celle des modes de vie. Il a introduit son ouvrage en expliquant que c'est la superposition des époques et leur impact sur les générations précédentes qui a rendu la ville difficile à lire, et que la seule manière de percevoir une ville est de l'envisager sous son évolution comme un phénomène à grande échelle, sur un premier temps. Le livre est composé de 7 chapitres, dont je cite les titres. Nous avons le premier qui est intitulé Territoire, le second Paysage urbain, le troisième Croissance, le quatrième Tissu urbain, le cinquième Typologie, le sixième l'espace de la ville tracé et hiérarchie, et enfin le septième et le dernier, la pratique de l'espace urbain. Dans cette vidéo, nous nous sommes contentés de résumer uniquement les éléments essentiels à notre analyse et intervention sur les territoires algérois. Ce document présente les composants du premier chapitre de l'ouvrage Analyse urbaine, constitué de 16 pages à partir de la 6e jusqu'à la 22e page, intitulé Territoire et composé essentiellement de 3 titres. Dans le premier chapitre, l'auteur propose une approche purement géographique, territorialisée pour la lecture de la ville, et il développe par la suite un débat autour des problématiques de centre, périphérie et ville et banlieue, comme le cite l'auteur, géographie traditionnelle et approche fonctionnaliste du tissu urbain. Le parcellaire est un tracé fondamental qui aide à comprendre la formation de l'espace urbain dans la démarche de l'architecte, et non pas celle du géographe dont il est considéré comme le support du bâti seulement. Une simple grille qui découpe l'espace, et il n'est pas pris en considération que dans le cadre de la définition de la morphologie d'un quartier d'une manière globale seulement. Cela est dû au fait que la vision géographique est fondée sur la restitution d'un découpage différencié de l'espace urbain à une échelle plus vaste que celle utilisée par l'architecte. Autrement dit, le géographe établit un découpage molaire, alors que l'architecte établit un découpage moléculaire de l'espace. Le rôle des géographes s'agit d'établir les lectures géographiques de l'espace urbain sur une vaste échelle. Leurs études sont concentrées sur la description du paysage ainsi que les fonctions urbaines, et ils doivent être capables de discerner les différentes constantes reliées à la problématique du développement du territoire. Comme le cite l'auteur pour un regard géographique territorialisé de l'espace urbain. La dichotomie entre la vision architecturale et géographique n'est pas réelle, et c'est qu'une vue de l'esprit, car une fois sur le terrain, les deux acteurs se trouvent confrontés au même problème, du parcellaire et du bâti. Toutefois, il existe des différences, car le regard géographique est un regard globalisant, contrairement au regard architectural qui est un regard particularisant. Le regard géographique est imbattable dans la saisie du territoire urbain. Partout, les matériels cartographiques et statistiques indispensables à la compréhension et à la communication du territoire, car ils raccordent des morceaux éparpillés en ordre urbain en utilisant les cartes à petite échelle pour comprendre la structuration urbaine, les cartes historiques pour comprendre l'évolution des différents composants urbains et les cartes parcellaires pour lire les espaces bâtis, non bâtis et les hauteurs. Centre et périphérie, ville et banlieue, ou de la nécessité de revenir sur quelques idées encore reçues, comme le cite l'auteur dans son ouvrage. Dans le même contexte, l'auteur évoque la nécessité de corriger quelques idées sur des notions très importantes. Nous avons premièrement le centre et la centralité. L'auteur définit le centre par un lieu exclusif de la centralité. Il affirme qu'il peut y avoir plusieurs centralités au sein d'un même centre. Contrairement au centre qui est défini par sa position géographique, la centralité est définie par ses fonctionnalités, son contenu et sa capacité à proposer des biens et des services à des populations extérieures. Deuxièmement, on a le centre et la périphérie. L'idée est que le centre et la périphérie ne sont pas des espaces distincts. Au contraire, c'est un seul espace et les noyaux sont des pics ou des points forts caractérisés par des systèmes relationnels plus élaborés qu'ailleurs. Cela est ainsi prouvé par une étude de structuration de la ville de Paris présente dans le livre.
Troisièmement, on a le centre et la banlieue. Dans l'habituel discours tenu décrivant le centre et son opposé, la banlieue, le centre est perçu avec un regard positif, qualifié souvent de tissu structuré, tandis qu'on a toujours le regard négatif sur la banlieue, qualifié d'un espace déstructuré. Selon Paris, cette qualification est fausse, car dans ce cas-là, on confond forme urbaine et structure urbaine. L'idée est que la banlieue n'est pas déstructurée, mais plutôt c'est sa forme urbaine qui n'est pas lisible. Donc, il ne faut pas définir la banlieue comme un espace déstructuré, mais plutôt comme un espace en cours de développement, où le durcissement de la ville n'a pas encore eu de prise. Tout et son contraire peut encore arriver. Ce chapitre nous explique comment collecter les éléments qui permettent l'analyse d'un tissu urbain, puisqu'il s'agit de base d'une connaissance de la forme des plans et de la topographie de la Terre qui se forme avec le temps. On l'appelle tissu car il s'agit d'un terme scientifique qui signifie le renouvellement, la continuité et la différence. Les éléments de base du tissu urbain sont expliqués comme étant principalement un réseau de voies, un découpage foncier et les différentes constructions. Les voies, quant à elles, peuvent inclure des rivières, des ponts, des canaux, des trottoirs, etc. Elles sont également formées par un treillis continu et pyramidal, ce qui signifie que la route principale constitue la plus grande partie de la zone concernée par rapport à la ruelle. À travers l'analyse, nous pouvons faire ressortir plusieurs données, telles que la relation entre le tissu urbain et le relief naturel du territoire, le rôle de la voirie dans l'assemblée urbaine ou régionale, ainsi que la logique d'ingénierie pour dessiner ces routes, et comment les routes principales sont reliées aux routes secondaires. Quant à l'étude du découpage foncier, cela permet de comprendre le tissu sur lequel la ville se développe, et à partir de là, nous pouvons conclure si la ville s'est formée à partir d'un découpage des entités urbaines, puis de la composition d'un système viaire, ou le contraire. Dans le 5e chapitre, intitulé Typologie, l'auteur présente en premier lieu l'apparition de la notion de type et de typologie et ses premières interprétations dans le domaine de l'architecture, démontrant la vision de chaque architecte, puis le développement du type à travers le temps par l'influence de plusieurs facteurs et événements historiques, sociaux et économiques, notamment après la révolution industrielle et son impact sur les tissus urbains et l'architecture. Il aborde également l'approche typomorphologique qui est apparue dans l'école italienne dans les années 60, expliquant sa méthode et les objectifs de cette dernière, ainsi que les différents points de vue de ses partisans, pour finalement parvenir à la méthode de l'analyse typologique, ainsi que les différentes étapes pour élaborer les types permettant de mener à bien l'analyse. Chapitre 6, intitulé L'espace de la ville, tracé et hiérarchie. Dans ce chapitre, l'auteur parle de comment naît la formation d'un centre moderne qui se juxtapose sur un centre historique et il explique tout en citant la question du centre. Le plan de la ville coïncide avec celui de l'agglomération et se présente en plusieurs formats, poche, voyage, voiture, et n'a cessé d'évoluer depuis le début du siècle. L'évolution en question s'est faite sur plusieurs aspects qui nomment le cadrage et l'élargissement du centre. En conclusion, le centre unique regroupant les activités politiques, commerciales et sociales n'est en fin de compte qu'un mythe qui a cessé d'exister depuis longtemps, et que la diversité du centre n'est pas un phénomène nouveau. De cette conclusion, une démarche a vu le jour, elle consiste à ne plus considérer l'agglomération à partir de son centre historique et à accepter les visions fragmentaires et partielles. On cite comme exemple la ville comme structure stable. Une des conséquences les plus inattendues des mutations accélérées qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans l'économie mondiale est d'avoir révélé la force des villes. À cela s'ajoutent pour les branches ou les entreprises à main-d'œuvre hautement qualifiée d'autres facteurs qui jouent en faveur des villes. Existence d'un milieu scientifique mêlant écoles, universités et centres de recherche favorise les synergies et le transfert. Et on conclut en émettant deux hypothèses représentées comme suite. Première hypothèse, le regain de valeur de la ville sous le double aspect de la grande ville vis-à-vis des territoires faiblement urbanisés et des centres anciens vis-à-vis des périphéries est lié aux qualités des tissus urbains constitués. Deuxième hypothèse, le regain de valeur de la ville tient à la qualité de son plan. Dans le 7e chapitre de l'ouvrage d'analyse urbaine, qui est constitué de 23 pages, à partir de la page 153 et intitulé La pratique de l'espace urbain, l'auteur introduit le chapitre avec un récapitulatif des intentions de tous les auteurs. Donc le chapitre forme un recueil de remarques destiné à tout intellectuel, dans le but de l'identification des orientations des recherches urbaines de l'époque, 19e siècle, contextualisées notamment en France.
Rappelons l'état des villes françaises à l'image d'une capitale, Paris, salubre et d'habitants en face de plusieurs maladies et des pénuries industrielles qui ont poussé les chercheurs à diverses solutions, dont la réorganisation de la ville est la plus importante. Pour une telle opération, l'embellissement de la métropole, l'étape de l'analyse urbaine est primordiale. L'espace habité à certaines échelles, espace urbain, public, voirie, quartier, unité d'habitation, constitue l'objet d'analyse autour duquel plusieurs problématiques se regroupent. Cet espace est détaché de ses temporalités urbaines, de son rapport avec le territoire et ses réseaux. L'auteur parle ensuite, d'abord, de la pratique de l'espace et de la pratique sociale de l'espace, en définissant celui-ci par une multitude de structurations, de dispositions, dont le lieu est produit des pratiques quotidiennes et de superposition des activités. Se référant à la pensée d'Henri Lefebvre, les auteurs relient le lieu, la pratique et l'usage selon des stratégies économiques, politiques et sociales, définissant le statut du lieu et la relation dans la formation de l'habitat. Pour ce faire, il appuie l'analyse des formes urbaines et son impact dans la formation économique et sociale. Sur son analyse, il définit la pratique sociale par des actions concrètes, comme travailler et consommer. Ces derniers influeraient, selon l'auteur, sur la pratique de l'espace de façon structurante, selon des modèles et des systèmes de disposition. Enfin, l'auteur termine son œuvre et le chapitre en se demandant si l'espace urbain ne devrait pas être structuré comme l'est le logement, car chaque humain est pressé de retrouver son logement et le vivre. Il voudrait que l'espace urbain soit vécu de la même manière que le logement.